Alors, et Catherine, je garde les présentations pour vous, c'est ça? Oui, oui, c'est Ah ça. oui, 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 moi je suis sans présentation. Ah non, mais Je vous dis juste bonjour et je passe la parole. voilà. Alors, bonjour tout le monde encore une fois. Bonjour à tous. Bonjour. Voilà, et on va commencer aujourd'hui et on continue la semaine prochaine, la semaine après, etc., etc. C'est juste vendredi, on n'aura pas de, bien sûr, on n'aura pas d'émission, mais la prochaine émission qu'on aura, c'est le 3 juin. Et ça va être sur le musée de Booksville. Voilà, alors je vais Alors, pour commencer, je vais couper le micro de tout le monde sauf de Claude et on va commencer. De quoi? Alors, Je l'ai mis en bas. On l'a emmené à la décharge le jour où j'y penserai. Si vous avez demandé à Caroline, c'est fait pas. Bon, écoute, voilà, pense on pas. peut commencer? Oui, d'accord, merci. Alors, juste un instant. Alors, Claude, il faut activer. Voilà, c'est bon. C'est bon? Oui. Mille merci de nous avoir permis de parler. Avec un très grand plaisir. J'intitule donc 1996-2020 parce que je pense que beaucoup de gens ne savent même pas comment ça a commencé. Donc, tous mes remerciements vont d'abord aux personnes connectées parce que quand même j'en vois 34, ce qui est pas mal pour un sujet qui est vraiment pas toujours abordé. Mais l'émission porte sur donc la saga des journées portes ouvertes à aujourd'hui, la journée européenne de la culture juive. Nous serons plusieurs à vous raconter cette histoire. Je donnerai tout à l'heure la parole à Catherine Lehmann, qui est un des premiers piliers. Ensuite, à Assumption Osta, qui est notre secrétaire général, qui vous expliquera ce que c'est qu'aujourd'hui. Il était une fois dans les villages alsaciens, tels la Belle au bois dormant, des synagogues qui étaient restées endormies. Parce qu'il faut quand même vous représenter qu'en 1996, on ne parlait pas beaucoup de patrimoine juif. Après la guerre, les synagogues ont été restituées, ont été rebâties. Les Juifs sont restés dans les villages, mais l'attirance des grandes villes a fait qu'en quelques années, ces villages se sont dégarnis et les synagogues sont restées fermées. Et nous étions les premiers, avec l'association Hirschler que je présidais à l'époque, à ouvrir ces sites. Et les villageois, nous en étions très, très reconnaissants. Donc, l'histoire a commencé par une rencontre avec Jean-Pierre Lambert, moi-même et la mère de Catherine et Catherine. Et Catherine nous expliquait qu'on venait chez eux à l'ADT, c'est-à-dire à l'agence touristique du Bas-Rhin, en leur demandant des clés pour ouvrir les cimetières. Et ils ne savaient pas à qui s'adresser. Aussi avec un groupe de bénévoles du groupe Hirschler, nous sommes partis tous les dimanches avec Jean-Pierre qui nous conduisait, je le remercie très sincèrement pour tout ce qu'il a fait jusqu'à présent, et nous allions regarder ces cimetières. Je dois vous dire que quand on s'est fait photographier, et quand Catherine nous a demandé des photos, nous n'en avions pas, parce qu'il y avait toujours des personnages sur ces images. Nous avons, devant le succès que nous allions prévoir, nous avons pu avoir, grâce à M. Jotzi et à Catherine, et c'est elle qui vous racontera les premiers effets, nous avons ouvert 18 sites et nous avons eu 4000 visiteurs. Mais je tiens avant tout à remercier tous ceux qui, avant nous, ont écrit, les universitaires qui ont fait comme par exemple le livre de Freddy Raphaël et Robert Veil, où nous avons trouvé des tas de documentation, et surtout le livre de Michel Roté qui a été une alerte. Il a été le premier à nous dire combien ces synagogues allaient être détériorées. Voilà, je passe la parole donc à Catherine qui va vous raconter comment ça s'est commencé. Merci beaucoup et à tout à l'heure. Je pense que nous aurons le temps pour poser des questions et tout le monde pourra poser à Assumption et à Catherine et à moi ce qui les intéresse. Merci beaucoup. Merci Claude, merci. Merci Claude pour cette introduction. Donc je vais essayer de vous reprendre la chronologie de ces événements.
et un petit peu comment l'ADT est rentré dans cette opération et aussi comment on est passé de l'échelle du département du Bas-Rhin à quelque chose d'européen et également toutes les belles rencontres, parce que c'est surtout l'histoire de rencontres qui nous ont permis de partager une certaine énergie et d'aller au-delà. Au démarrage, on ne savait pas du tout ce qu'on allait trouver, comment on allait s'y prendre. Moi, je travaillais à l'ADT. Aujourd'hui, c'est Alsace Destination Tourisme. Avant, c'était l'Agence de développement touristique du Bas-Rhin. J'étais chargée du développement, de la promotion touristique et je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être des choses à faire en Alsace, qu'on avait un peu de budget et qu'on pouvait peut-être s'en servir pour assurer la sauvegarde de ce patrimoine à travers une ouverture au grand public. Ça a également démarré parce qu'en 1995, il y a eu un salon du tourisme à Strasbourg et j'ai découvert un article dans le journal local, les DNA, un article signé de Marie Brassard, Görg, qui avait photographié une brochure sur le patrimoine juif dans le Vaucluse. Il y avait une profanation de cimetières dans le Vaucluse. Et le comité départemental du tourisme, donc l'équivalent de l'ADT, avait eu un budget pour créer cette brochure et elle s'étonnait un petit peu, la journaliste, qu'avec 2 synagogues, un cimetière et un mikvé, ils aient les moyens de faire une brochure et que nous, en Alsace, avec tout le patrimoine dont on disposait, c'était un patrimoine qui était un petit peu sous silence au niveau du tourisme. Voilà, donc j'ai commencé avec un stagiaire pendant l'été à faire des recherches sur Internet, à trouver le livre de Michel Roté et à me dire qu'il fallait peut-être aller un peu plus loin. Effectivement, comme l'a rappelé Claude, ma mère venait d'arriver à Strasbourg, elle était au Bnei Brit et elle m'a, autour d'un café, on a discuté de ça. Et je lui ai dit que j'aimerais bien ouvrir ces sites au grand public et j'avais besoin d'un organisme au niveau de la communauté pour m'aider à faire cet inventaire, à aller prendre des photos, à vérifier ce qui était accessible et pas accessible. Et grâce à Jean-Pierre Lambert et à Claude Bloch, effectivement, tous les dimanches, on a travaillé là-dessus et voilà, on a fait des photos, des fiches. J'ai réussi à convaincre mon directeur Renaud Jotzi que c'était un sujet pas uniquement pour les Juifs, mais que c'était quelque chose qui allait peut-être faire venir des touristes en Alsace et que c'était important parce qu'effectivement, on a trouvé qu'il y avait 200 sites en Alsace, cimetières, synagogues, mikvé, et que c'était la plus forte densité en Europe et qu'en plus, les sites étaient tous totalement intégrés dans les petits villages et qu'il y avait sûrement quelque chose à faire à ce niveau-là. Donc ensuite, pour remercier tous les bénévoles qui nous avaient aidés à aller tous les dimanches, vérifier que la synagogue était toujours là, que monsieur Untel avait bien la clé et qu'on pouvait y accéder, on s'est dit qu'on allait faire un dimanche comme ça, un genre de journée porte ouverte et que tous les bénévoles allaient pouvoir venir sur place. Donc, j'ai contacté la fameuse journaliste Marie Brassard en lui disant, voilà, on fait une petite opération entre nous. Est-ce qu'il serait possible d'avoir quand même un article dans le journal? Ça peut peut-être intéresser du grand public. Et grâce à son aide et un superbe article que nous avons eu, c'est comme ça. Alors, Claude retient 4000, moi j'avais noté 5000 visiteurs la première. Moi, je suis modeste. Voilà, on les a pas tous comptés, mais en tout cas, on a discuté avec les gens et on s'est rendu compte qu'on avait pratiquement 90% de non-juifs, des gens qui venaient en voisin, qui disaient « j'avais peur de rentrer dans une synagogue ». Je me suis toujours demandé ce qu'il y avait de l'autre côté du mur du cimetière et donc les gens sont venus. Et c'était très, très sympa de discuter avec eux, voilà, et on a eu vraiment un grand élan de découverte et on était vraiment très heureux des résultats. Ensuite, l'année suivante, en 1997, avec Jean-Pierre, on a rencontré des sociétés d'histoire allemandes, on a rencontré la directrice du musée juif de Bâle. J'ai pris mon bâton de pèlerin, je suis allée voir le directeur de l'ADT du Haut-Rhin
puisque nous, on était uniquement sur le Bas-Rhin à l'époque. Et je l'ai convaincu de faire une journée Alsace. Alsace, Allemagne et Bâle. Et c'est devenu à la découverte du judaïsme alsacien et rhénan. Et là, nous avons doublé, on est passé à 10 000 visiteurs. Je t'interromps parce que la photo que vous voyez, c'était le journal Unir. Non, ça c'était la première brochure. Non, ça c'était Unir. Ah, c'est la première brochure de Avenir. Voilà, je crois que vous l'avez. C'était la première brochure, je confirme. Voilà, donc ensuite on passe à 1998, on sort à d'été une première brochure trilingue au niveau de toute l'Alsace, une brochure 16 pages tirée à 30 000 exemplaires qui reprend à la fois l'histoire du judaïsme alsacien à partir du XIIe siècle, l'apport à l'Alsace, par exemple la trace dans les villages, les cimetières, sur les linteaux de porte, les termes dans le dialecte alsacien. On présente également un guide touristique avec une carte, la liste des sites ouverts, les producteurs de pain azim, de vin cachère. Et bien entendu, avant de sortir cette brochure, on crée un cycle de formation pour les guides interprètes pour qu'ils puissent monter des circuits. On organise des visites guidées avec les offices de tourisme. Et je crois que ça, c'est tout l'intérêt de l'ADT, c'est qu'on a, nous, un lien direct avec les professionnels du tourisme et ça nous a permis de mettre en place un certain nombre de choses. On envoie bien sûr cette brochure à tous les guides Michelin, Gallimard, tous les offices de tourisme. On essaye d'intégrer le patrimoine juif comme faisant partie du patrimoine alsacien. Et donc petit à petit, les choses font partie en fait de l'histoire générale. Ensuite, je prends contact avec Max Polonowski, qui est la personne en charge du patrimoine juif au ministère de la Culture, pour lui faire connaître ce qu'on fait en Alsace, en lui demandant également de nous aider, d'appuyer les choses, de prendre en compte cet inventaire. Et en 1998, là on innove également. Au lieu de faire une seule journée porte ouverte, on décide de faire 130 événements de juin à septembre. Et donc, on essaye de voir ce qu'il y a comme exposition, comme conférence. Et voilà, ça c'est également les affiches qu'on a pu faire mettre dans les rues. Donc, juste pour vous expliquer qu'il y a un gros travail de communication. Il y a d'un côté faire bouger les bénévoles, essayer d'ouvrir de plus en plus de sites et à mon niveau, essayer d'avoir des campagnes de communication, trouver des budgets, faire des dossiers de presse, intéresser le plus grand nombre, les maires, les présidents de Comcom et leur demander de débroussailler le cimetière avant la journée porte ouverte, demander aux gens de faire bouger les choses. Voilà, ensuite en janvier 1999, ce même Max Polonowski organise une conférence internationale à Paris à l'occasion de l'ouverture du musée d'art et d'histoire du judaïsme et il nous invite, Claude Bloch et moi-même, à présenter ce qu'on a fait en Alsace. Voilà, donc là on rencontre un tas d'historiens, un tas de grands spécialistes et tout le monde pleure, tout le monde dit que le patrimoine juif se porte très mal, qu'on a besoin d'argent, qu'ils ne vont jamais y arriver. Et nous on présente nos petites diapos avec Claude et on explique voilà concrètement ce que nous on a fait avec très peu de moyens, puisqu'on avait 5 000 francs la première année pour faire une petite plaquette. Et voilà comment on a réalisé des journées portes ouvertes, voilà très concrètement comment on fait. Et à la fin de cette réunion européenne, on rencontre des gens dans la salle, et notamment Assumption Osta, qui dirige la route du judaïsme en Espagne,
et Annie Sacerdoti, qui est la responsable, qui a publié un certain nombre d'ouvrages sur le patrimoine juif en Italie et qui est également au Conseil européen des communautés juives, qu'elle représente à cette réunion. Et on se rencontre à la fin de la réunion de façon un peu improvisée. Et on se dit, ce serait peut-être sympa d'étendre cette opération aussi à l'Italie, à l'Espagne. Et on décide de l'appeler à la découverte de la culture juive en Europe. Donc le Bnei Brit s'occupe de développer les contacts en France. Moi, je gère toujours le côté coordination et communication avec 5 pays. Et en novembre, j'organise une réunion au conseil départemental du Bas-Rhin dans les locaux, puisque l'ADT fait partie et financée par le conseil départemental du Bas-Rhin. Et là, on réunit 40 participants et 5 pays. On décide donc que l'ADT coordonne et assure le pilotage de l'opération, qu'elle va désormais s'appeler Journée européenne de la culture juive. Donc ça, c'est décidé à l'occasion de cette réunion. On décide qu'il y aurait une seule affiche, un seul site web et donc une seule communication. Et on commence à rédiger un genre de Bible. Voilà, on l'a appelé la Bible de la Journée européenne de la culture juive, où on explique très concrètement aux gens, prenez des parasols pour éviter les coups de soleil, prenez des sièges, allez voir les journalistes localement pour leur demander de vous faire un petit papier. Donc, nous, on devient garant de la communication et les autres organismes, le Bnei Brit Europe, ECJC et Red de Juderias, gèrent les contacts. On envoie le matériel, on dépose la marque à l'INPI et voilà, les choses s'emballent un petit peu. L'année suivante, donc en l'an 2000, on coordonne avec 17 pays. En français et en anglais. On a fait traduire la Bible en anglais. On réédite la brochure Alsace puisqu'elle est épuisée. Il y a également un congrès des agents de voyage d'Israël qui se passe à Strasbourg et où on va faire une présentation du patrimoine juif alsacien lors du déjeuner. Voilà. On a également le congrès ASTA, le congrès des agents de voyage américains, qui se passe à Strasbourg. Et moi, j'organise un stand qui s'appelle Jewish Heritage in France, avec les gens du Vaucluse et les gens du musée de Paris. Et on a une petite table et on a repéré tous les gens qui avaient un nom un peu juif dans la liste des agents de voyage et on leur a organisé une réunion sur le stand. Et là, on avait une file, 50 personnes qui attendaient de passer sur le stand à l'ouverture. Et par hasard, il y avait le président de l'Office de tourisme de Strasbourg qui était de passage et qui me dit « Mais qu'est-ce que ça intéresse les agents de voyage américains ?» Et c'est comme ça qu'on a réussi à mettre un peu les offices de tourisme dans notre poche. Et l'idée, c'était aussi de montrer que si on développe le patrimoine juif, ça peut aider à trouver des fonds, mais ça peut aussi aider à faire venir des gens. Et voilà, il fallait être un peu des deux côtés de la barrière. Donc, je pars également avec mes collègues du Vaucluse et de Paris faire un salon du tourisme à Tel Aviv, où nous avons eu beaucoup de contacts intéressants. Voilà, donc en 2001, on devient co-organisateur avec les 3 autres organismes et c'est à cette occasion-là que l'on crée l'AEPJ, l'Association européenne pour la préservation et la valorisation de la culture du patrimoine juif et le site internet jewishheritage.org qui permet de diffuser les programmes de toute l'Europe. Il y a 21 pays qui participent alors à cette journée européenne. On rencontre François Moïse du Bnei Brit Europe avec Claude et on commence à travailler sur une route européenne du patrimoine juif avec le Conseil de l'Europe. Et en 2004, moi j'arrête parce que maintenant tout est sur les rails. Je passe le relais pour la France à Claude Nadjari
qui s'occupe de la coordination France, la journée européenne, et Jean-Pierre qui reprend la partie Alsace. Voilà, donc à partir de là, ADT se retire parce que voilà, on peut pas, on a été acteur pendant 8 ans de cette opération. Ça m'a fait très plaisir que pendant 8 ans, on me laisse passer une grosse partie de mon temps de travail là-dessus. Et ensuite, on me nomme responsable de la communication et de la presse, puisque je pense que on a montré à travers cette opération que on savait faire au niveau de la communication et de la presse. Et aujourd'hui, je continue à recevoir des journalistes intéressés par le patrimoine juif, les mettre en contact. La brochure est épuisée, mais je continue d'être un peu le contact autour du patrimoine juif au niveau de l'ADT, qui aujourd'hui est devenu est rattaché aux 2 départements Bas-Rhin et Haut-Rhin. Voilà un petit peu l'histoire à mon niveau. Et je passe le relais à Assumption qui va vous parler plutôt du développement européen. Voilà, là vous avez quelques exemples de brochures et de programmes. Merci Catherine. Effectivement, nous avons repris le relais et c'est à cette occasion que j'ai été la première présidente donc, de cette ADT, pardon, de cette AEPJ qu'Assumption Osta va vous décrire, car nous avons eu à ce moment-là le label de grand itinéraire du patrimoine juif du Conseil de l'Europe. C'est à toi, Assumption, si Yawan veut bien lui donner la parole. Merci. Merci à tous. J'essaie de partager mon... Alors, je vais faire co-animateur et ça va être possible. D'accord. Voilà. Normalement, c'est bon. Vous m'avez dit quand vous le voyez, hein? Oui, merci Assumption. À toi. Vous le voyez ou vous ne voyez pas Pour l'instant, non. Non. Non? Je vois toi. Attendez, parce que ça devait marcher comme ça. Voilà. Maintenant? Oui, Bon. Vous voyez? on voit le. Voilà, Assumption. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon? D'accord. Oui, c'est bon. Alors, je sors le son, parce qu'il y a un peu de son et je commence donc à parler. Bon, bonjour à tous. Merci de votre invitation à vous tous. Je veux saluer aussi mon président, François Moïse. Je vois ici parmi... je ne l'ai pas salué, je n'ai pas vu. Tous qui sont là. Et très spécialement remercier à Claude et à Catherine pour la vision de passé qui vient de nous donner. Le temps passe si vite qu'on tient à oublier tout ce qui a déjà été fait et qu'on le met dans une boîte. Donc, ceci dit, je vous pose, tout d'abord, je vous présente quelques images des années qui ont passé, de ces 20 années qui ont passé si rapidement, et que chaque image représente une année différente, et chaque image représente aussi un endroit différent. Juste pour donner cette idée de succession de 20 ans qui ont passé comme un souffle et qui sont déjà partis. Une fois qu'on arrive à la 20e année, je vous présente ici notre idée initiale. Même si le texte est en anglais, je m'excuse, mais j'avais la vidéo en anglais, c'était trop difficile à traduire, je vous traduis. Notre idée initiale il y a 20 ans, c'était justement pour combattre l'oubli et faire la récupération de la mémoire du patrimoine juif européen. Ça a été, d'après tout ce qui a raconté Catherine et Claude, ça a été l'idée qui était dans notre pensée. Et justement, cette année, le 20, nous aurions dû faire une grande célébration au sein du Conseil de l'Europe pour remercier justement tous ceux qui, pendant toutes ces années, ont participé avec nous, nous ont accompagnés, et aussi, en quelque sorte, aussi pour rendre hommage à la diversité et à la richesse du patrimoine juif européen.
nous sommes très élargis, nord, sud, est, ouest. Nous n'avons pas tous la même chose, nous n'avons pas tous la même richesse. Et c'était, ça n'a pas été facile pendant toutes ces années de pouvoir montrer cette richesse et surtout cette diversité. Mais aussi, je voudrais vous parler de les itinéraires, la route. Et pourquoi je voudrais vous parler de ça? Parce que les itinéraires culturels, en quelque sorte, sont comme le framework, ce qui enveloppe la journée européenne. Hein? Ces itinéraires que nous avons commencé en 2004, ça a été l'année que Catherine, justement, est partie, que nous avons reçu le label du Conseil de l'Europe, ça nous permet, tous ces itinéraires, nous permettent d'avoir un noyau dans chaque pays qui, à partir de ces noyaux, nous pouvons commencer à parler avec des villes, à parler avec des communautés, à parler avec des associations pour essayer tout d'abord de connaître où se trouvent ces patrimoines, comment se trouvent ces patrimoines, à qui il appartient et comment on peut faire pour le sortir de l'oubli. Ce que vous voyez, c'est la présentation de notre site aujourd'hui. Ça va changer très très rapidement dans une semaine ou 15 jours, j'espère, je pense, parce que nous avons, nous sommes en train de beaucoup travailler maintenant sur les itinéraires avec cette idée que ce soit la plateforme de déroulement aussi de la journée européenne. Et si vous entrez aujourd'hui ou la semaine prochaine, je vous conseille de visiter quelques itinéraires. Celui de la France, bien sûr, là vous trouverez tout le travail qui est très bien fait et qui est très géolocalisé partout dans toute la France, vous pouvez trouver tout. Mais l'Italie aussi, récemment, a fait un travail splendide, vous trouvez beaucoup d'informations. L'Espagne aussi a toute cette géolocalisation et au fur et à mesure que les pays font ce travail, nous mettrons tout ça pour la divulgation et un peu aussi pour la promotion. Donc, ceci dit, je continue. Une chose intéressante de la journée, c'est que tous les pays qui ont été représentés, nous avons commencé par 3 ou 4, comme Catherine vous a dit, mais le nombre des années, nous sommes carrément une trentaine aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que tous les pays participent toutes les années. Entre quelques-uns ont participé quelques années, des autres pas. Entre toutes ces années, il y a eu des années qui ont été très bouleversées, qu'il y a eu des attentats, qu'il y a eu des complications. Donc, les pays eux-mêmes, ils choisissent s'ils veulent participer ou pas. Mais pendant toutes ces années, plus ou moins, nous sommes entre 24, 25, 30 chaque année. Et ça fait aussi, c'est important, la coordination de tout cela. Par rapport à la journée de la culture juive, je voudrais faire un peu une séparation en 3 périodes différentes. La première période, comme vous avez ici à la diapositive, nous avons fait un choix très spécifique, que c'était de garder la même image tous les années, parce que c'était quand même un sujet qui était très méconnu et qu'il fallait bien le mettre dans la tête de tout le monde. Et on avait décidé que si tous les années on sortait avec les mêmes images, la répétition pouvait être d'aide pour tout le monde à connaître et reconnaître. Mais bien sûr, d'après quelques années, même si nous avions changé la couleur, si nous avions changé la thématique, je vous en parlerai aussi, même que ça a été un peu, disons, triste à la fin de la répétition, et on a avancé un peu et on est entré dans une deuxième période. En deuxième période, on a libéralisé, en quelque sorte, et on a surtout aussi démocratisé. À partir de ces moments, au lieu d'être un tout petit comité qui prenait les décisions, nous avons ouvert à tous les coordinateurs en sortes différentes. Une année, on a fait un concours, l'autre année, on a fait des propositions d'une façon ou l'autre. Et chaque année, il y avait
une institution, une personne, une association qui gagnait sa proposition graphique. Et donc, pendant cette année, on travaillait autour de cette proposition. Aussi, vous voyez qu'il y a des thématiques complètement différentes. Les thématiques aussi, au commencement, c'était chez nous, le petit comité qui décidait de quoi on va parler. Ce n'était pas la peine de parler tous les années de la même chose et de faire la répétition un an après l'autre. Ça, au bout du temps, ça devient difficile à faire des répétitions. Donc, chaque année, on pouvait travailler un peu plus, disons, rigoureusement et avec un peu plus d'académie sur un sujet concret. Hein. Et on a commencé cette deuxième période. Donc, le temps qui passe et on arrive à l'année 2019 où pour nous c'est le point de 20e anniversaire, hein, puisque le projet pilote, ça sort 1999, donc maintenant c'est la célébration de 20e. Et au 20e, nous avons libéralisé totalement. Et nous avons dit à tout le monde, il y a toutes sortes de sujets qui ont été traités, choisissez, faites vous-même comme vous voulez, parce qu'on avait l'idée de faire cette célébration, cette grande célébration au Conseil de l'Europe, qui devait être justement le mois de mai, et qui, donc, finalement, n'a pas pu être. Donc, au sous-sol et à l'arrière de tout cela que je viens de vous dire, je voudrais vous focaliser en quatre piliers de cette organisation. D'un côté, pour nous, ça a été très intéressant et très important, la participation des villes. Hein, la participation des villes, quelquefois c'était directement l'hôtel de ville ou la commune, quelquefois c'était à travers des organisations culturelles, des organisations juives qui demandaient de l'aide et qui avaient donc cette aide. La deuxième partie, là je changerai un peu, c'est surtout les bénévoles. Là je saute un peu. Je crois que toute cette organisation, toute cette journée, jamais aurait pu être possible sans la participation de vous tous, de tous les gens qui ont participé, de tous les gens qui ont mérité leur temps, même des fois leur argent, leur travail, pour pouvoir faire raisonnable et possible cette journée. D'après les personnes qui participent, tous ceux qui ont participé en France, en Italie, en Angleterre, un peu partout de cette manifestation, et bien sûr l'organisation, la IPJ, que tous les années, avec son petit budget et avec son organisation, faisait un peu la centralisation de cela. Maintenant, je vous propose, je ne peux pas faire un saut dans toutes les années, ça serait trop long, mais j'ai pris à partir de 2014 pour que vous ayez un peu une idée, soit de la participation des villes, vous voyez cette année, nous en avons eu 363, soit le nombre d'activités, soit le nombre de participants autour de l'Europe de chaque année. Bien sûr que le plus important, ce n'est pas le nombre des activités ou le nombre des villes, mais c'était aussi la qualité des manifestations que chaque année se proposait et qui grandissaient un an sur l'autre. Vous voyez sur les affiches qu'il y a la thématique qui est différente. Et je ferai un tout petit arrêt à 2016, parce que 2016 aussi, pour nous, ça fait un peu la différence entre l'avant et l'après. Le 2016, nous avons, à travers une fondation juive, nous avons un contact avec la Bibliothèque nationale d'Israël qui s'intéresse pour les projets. Et donc, on commence à parler avec la Bibliothèque nationale d'Israël et à partir de cette année, ils nous fournissent de la recherche d'une narrative commune, parce que jusqu'à ce moment-là, ce que nous avions en commun, c'était la thématique, le sujet,
mais ce n'était pas la narrative. Chacun faisait sa propre narrative. À partir de 2016, nous avons une narrative commune que, évidemment, après, chaque pays, chaque organisation, chaque participant se fait à son aise, se fait à sa propre façon. Mais qu'il ne faut pas faire toute la recherche, il ne faut pas faire toute l'investigation d'abord. Ça bien, et ça nous a aidé beaucoup. Et aussi, à partir de cette année, la grande différence, c'est que nous mettons au point un groupe, un petit comité de travail. C'est-à-dire, le board ne s'occupe plus directement de la journée, mais nous choisissons parmi les membres de la EPJ d'un côté et parmi le participant de la journée qui ne sont pas membres de la EPJ. D'une façon de réellement que tout le monde puisse parler et puisse, et la voix soit écoutée. Et ça a marché très très bien et ça continue aujourd'hui cette façon de nous organiser. Et puis je continue, donc ce 2016 qui fait cette grande différence avec la Bibliothèque nationale, et puis le 2017 qui, il y a aussi un grand changement, que c'est que 2017 nous célébrons une grande manifestation à Luxembourg, une grande réunion des coordinateurs avec une participation de plus de 50 personnes. Et ça aussi, fait la promotion des élections. Hein. À partir de ce moment, nous avons des élections pour être membre de ces comités coordinateurs. Et comme ça, on continue la démocratisation interne de cette histoire européenne qui donne beaucoup plus de participation à tout le monde. Et bien sûr, les membres de l'organisation, parce qu'en fait, même qu'il y a un comité, tous les membres de l'organisation sont qui, en définitive, font la financiation et qui payent les projets centralisés de tout cela. Et ici, je veux remarquer évidemment le GCPG France, ce sont des sites qui sont difficiles à dire, et aussi tous les restes, mais je dois dire que la France, c'est un membre très actif, que la France, Thierry, je le salue ici, c'est aussi membre du comité de task force, du comité de la journée, et que donc à partir de ces moments où nous avons la recherche, où nous avons la narrative et nous avons la professionnalisation, que ça devient donc à partir de 2018-2019 beaucoup plus professionnalisé grâce à qu'une association peut contacter avec une personne qui fait la direction, donc qui s'occupe des projets, ça marchera beaucoup plus vite et beaucoup plus organisé qu'auparavant. C'est pas facile, l'Europe est bien grande, l'Europe est bien diverse. Je vous ai mis ici quelques photos des manifestations ici et là, répandues un peu par l'Europe, mais je dois dire que réellement, nous sommes fiers, nous sommes contents. Le nombre de participants, le nombre d'activités grandit un an après l'autre et la qualité des manifestations aussi grandit un an après l'autre et améliore surtout un an après l'autre. Je ne sais pas si j'étais trop vite ou si j'ai oublié beaucoup de choses, mais en cours, je crois que c'est bien cela que je voulais vous raconter. Je vous demande de jeter un coup d'œil sur notre site web. Il y a beaucoup d'informations. Je voulais une chose qui est importante, je vous le dis maintenant, c'est que de chaque année, nous avons fait une publication de la journée. Ça c'est une grande aide, parce que quand on doit visiter quelqu'un, on doit aller chercher soutien quelque part. D'un côté, on a cette publication, nous sommes tous ensemble, et de l'autre côté aussi, c'est rendre hommage à tous les gens qui ont travaillé, à toutes les entreprises qui ont collaboré, à tous ceux qui ont mis un effort, soit économique, soit travail, soit temps, de n'importe quelle forme, que ces efforts, à la fin,
reste dans un livre qui est sur le site web, toujours en ouvert, et que tout le monde peut regarder, voir, lire, même copier s'ils en ont besoin. C'est cette sorte, c'est en quelque sorte un esprit très ouvert, mais que nous voyions nécessaire que quelqu'un en fasse la coordination. Parce que sinon, à la fin, si nous faisons tous des manifestations, n'importe comment, à quelle période de l'année, n'importe comment, à la fin, ça n'a pas l'unité nécessaire pour avoir une projection à niveau européen. Donc, j'espère donc que ça vous a plu et que vous avez entendu un peu plus de quoi il s'agit. Et maintenant, nous avons l'avenir, nous avons le grand pensée à faire, et à partir de maintenant, et d'après 20 ans, et maintenant quoi? Ça, c'est la grande question que je la laisse à l'air. Je ne peux pas répondre, je n'ai pas la réponse encore, mais qu'il faut que nous tous qui travaillent, nous tous que travaillons sur le patrimoine juif, c'est quelqu'un à réfléchir. C'est peut-être aussi cette manifestation, cette histoire de Covid-19 qui nous a tous aidés à nous rapprocher de la technologie beaucoup plus qu'auparavant. Ça est rentré pour rester, ça ne veut pas changer, ça ira de plus en plus. Donc, comment pouvons-nous profiter et comment pouvons-nous faire de maintenant à l'avenir pour que la journée soit virtuelle partiellement, soit présentielle partiellement. Nous sommes déjà en train de travailler cette année 2020 à une manifestation créée par la Bibliothèque nationale qui aura un soutien virtuel et que tout le monde pourra utiliser. Donc, je ne peux pas vous dire de plus parce que nous sommes réellement en train de travailler à ça, mais vous pouvez toujours rentrer sur notre site web www.juichheritage.org pour en savoir plus. En précisant avec un seul H. Mille merci à Soumsio. Est-ce que François est encore là ou non? Si, il est là. Il est là? S'il veut dire quelques mots, en tous les cas, merci à Soumsio. Merci. Et vous comprendrez que quand j'ai appelé cette histoire saga, c'était vraiment une histoire et je voulais surtout, et merci beaucoup, aussi bien Catherine que... Ah ben oui, François est encore là. Si François veut dire quelques mots, avec grand plaisir. C'est notre président donc, de l'AEPJ. J'ai eu le plaisir de pouvoir l'installer. Donc, à vous, François. Merci bien. Est-ce qu'on m'entend? Oui. Ça marche. Oui, très bien. Oui, merci. Monsieur Rossano, bonjour à tout le monde. Je crois que tout a été dit. C'est une belle aventure de 20 ans. Ce qui a été très important a été effectivement d'abord le fait qu'on se mette à différents partenaires ensemble pour développer l'idée que le patrimoine juif est quelque chose d'éminemment important pour les juifs comme pour les non-juifs, au niveau local notamment. On est parti effectivement d'une constellation qui a beaucoup évolué avec des partenaires privés, des partenaires publics, avec des organisations juives, avec des organisations non juives. Et tout cela fait un cocktail assez spécial qui a été reconnu par le Conseil de l'Europe comme étant extrêmement important, comme un des thèmes que le Conseil de l'Europe veut pousser. Nous nous sommes aperçus que finalement, comme c'est le cas aujourd'hui, le thème du patrimoine juif est rentré de plein pied dans les considérations des communautés juives, et c'est très bien ainsi, puisqu'il a la particularité de pouvoir inclure différentes facettes qui permettent de parler des Juifs de façon positive d'abord, contrairement à d'autres thèmes qui malheureusement reviennent toujours, tels l'antisémitisme ou la Shoah, sans minimiser aucunement l'importance de ces sujets, mais de montrer également que les Juifs ont eu et ont toujours un rôle positif dans la nation, dans les sociétés européennes. Et ce message est extrêmement valorisant et important. Et nous avons donc montré que le patrimoine juif est porteur
de sens, d'histoire locale, voire nationale, aussi comment dire, de messages interreligieux, interconfessionnels, mais également sociétal, d'intégration et de compréhension des autres. Voilà tout un tas de messages qui sont cumulés dans le développement du sujet du patrimoine juif. Et comme il a été dit au départ, il faut revenir au moment où les gens n'osaient pas entrer dans une synagogue parce qu'ils estimaient que c'était un endroit un peu bizarre. Et le fait de faire accepter que les maisons de Dieu ne sont pas seulement les églises, mais également les synagogues, et que c'est un patrimoine commun, aide à forger cette identité européenne avec les Juifs, donc avec nous. Et donc, nous sommes satisfaits que maintenant, nous puissions aller faire nos assemblées générales jusqu'à Tbilissi en Géorgie. C'est un peu plus loin que le Bas-Rhin, enfin le Bas-Rhin, la région Alsace. Voilà, et donc nous vous remercions et je remercie tous ceux qui ont parlé aujourd'hui, mais aussi tous nos partenaires, et il y en a beaucoup, qui ont porté par leur enthousiasme et leur travail cette idée que nous voulons encore pousser beaucoup plus loin avec encore plus de partenaires. Merci beaucoup. Merci. J'ouvre Yoav. Maintenant, je pense que les questions vont fuser, j'espère. En tous les cas, je voulais vous remercier tous de nous avoir écoutés. Et je voulais surtout dire à Michel Rotet combien son alerte avec son livre, le premier livre en 92, nous a servi, ainsi que tous ces universitaires qui avant nous avaient à travailler, Freddy Raphaël, Robert Veil, Annie Bloch, et nous leur sommes tous très reconnaissants car c'est là que nous avons puisé nos textes. Jean-Pierre nous a aidés énormément et je dois dire que sans lui, nous n'aurions rien pu faire. Donc, merci à tous et à vous, Yoav. Merci. Alors, merci. La France, et d'abord, c'est un plaisir de vous voir tous. Je ne vais pas parler de la France. C'est à Yoav de pouvoir parler. On va laisser les paroles à Thierry et avant qu'on passe aux questions. Voilà, c'est à toi, Thierry. Voilà, bonjour à tous, ou rebonjour à tous, je pense que tout le monde m'entend. Donc, on n'a pas de temps aujourd'hui pour vraiment présenter la France, puisque ces exposés donc, de Claude, de Catherine et de Assumption ont très bien montré comment d'une idée née en Alsace, on est allé jusqu'à un grand mouvement européen et une organisation très solide maintenant en Europe qui est l'AEPJ, donc pour animer cette promotion, cette diffusion de la culture et cette connaissance du patrimoine juif. Mais évidemment, c'est aussi revenu en France sous la forme d'une association donc, qui est JECPJ France, que Assumption a évoqué tout à l'heure parmi les membres de l'AEPJ. Et JECPJ France coordonne également tous les journées dans les différentes régions de France et en Alsace en particulier, et donc ainsi la boucle est bouclée. Et c'est sans doute de ça que vous voulez que je parle en quelques mots. Donc, bien entendu, donc, ces journées qui avaient démarré en Alsace en 1996, comme ça a été dit tout à l'heure, en sont maintenant donc à plus de leur 20e édition, puisque c'est le 20e anniversaire en Europe, mais en Alsace, vous avez compris que ça fait plus de 20 ans. Et donc, nous nous préparons maintenant à organiser, donc je crois que ce sera la 25e, quelque chose comme ça, Jean-Pierre, tu me corriges, la 25e édition, enfin en tout cas l'édition 2020 de ces journées en Alsace. Donc, il faut dire avec beaucoup de force, parce que c'est peut-être pas évident pour tout le monde, même si Assumption l'a abordé tout à l'heure, les journées européennes de la culture juive, malgré la crise du ou de la Covid-19, auront bien lieu cette année, comme les années précédentes. Alors, effectivement, les événements nous ont forcés à nous adapter, et en particulier du côté de l'AEPJ, afin d'assurer un minimum commun, un socle commun à tous les pays, quelle que soit la situation sanitaire. Eh bien, il y aura un appel à des outils virtuels pour que la journée du 6 septembre qui lance ces journées en Europe
soit marqué dans tous les pays grâce à la possibilité de joindre les événements virtuels qui vont être développés dans les prochains temps et qu'on aura l'occasion de vous présenter. En Alsace, alors nous sommes partis très tôt dans la préparation des journées 2020 puisqu'on s'était réunis encore avant le confinement, juste avant le confinement, et beaucoup de personnes avaient je dirais, braver les premières informations, si je puis dire, pour venir quand même, et on avait observé un certain nombre de précautions. Évidemment, après, pendant 2 mois, nous avons attendu de voir comment tournaient les événements, et il y a un peu plus de 3 ou 4 semaines, on a été encouragé par la décision donc, de l'AEPJ de maintenir ces journées au niveau Europe. Et pour ce qui concerne l'Alsace, et je pense que ça sera le cas également en France, ces journées seront marquées en 2020 comme elles l'ont été marquées en 2019. Donc, il est trop tôt pour, bien sûr, vous présenter le programme 2020, parce que nous attendons donc la remontée des événements. Bon, nous savons que certaines personnes seront plus frileuses que d'autres en fonction du contexte local ou du type d'événement qu'elles prévoyait d'organiser, mais il est certain que nous aurons des événements en présentiel et peut-être, si nous avons encore le temps, nous avons encore 3 mois, faudra-t-il compléter ce programme par quelques éléments virtuels. Peut-être ne sera-t-il pas numériquement à la hauteur de 2019, puisque nous avions 35 villes et villages participants sur le total des 2 départements, Bas-Rhin, Haut-Rhin et également le territoire de Belfort, et que nous avions donc attiré un peu plus de 4000 visiteurs avec une cinquantaine, je ne sais plus le chiffre en tête, d'événements. Donc quantitativement, on sera peut-être en dessous cette année, je ne sais pas. On avait évidemment au départ l'ambition d'être au-dessus, mais en tout cas, je pense que nous aurons quand même un programme de qualité à proposer et que nous pourrons le faire d'ici la fin du mois de juin, et peut-être, si Yoav c'est possible, nous pourrons venir le présenter pour l'Alsace dans cette émission. Je salue en particulier donc Yoav, mais également plus généralement le fait que le consistoire israélite du Bas-Rhin nous ait rejoint dans l'organisation de ces journées. Quand je dis nous, c'est d'une part le Bnébrite René Hirschler, donc qui a porté, y compris financièrement, l'organisation de ces journées depuis pratiquement leur origine. Et puis, donc aujourd'hui, le consistoire israélite du Bas-Rhin nous a rejoints. Donc c'est un partenaire à part entière de l'organisation de ces journées. Et le principe a également été fixé avec le consistoire israélite du Haut-Rhin pour qu'il nous rejoigne. Le Covid nous a un petit peu interrompu dans ce processus, mais je pense qu'on va pouvoir repartir du bon pied. Je voulais enfin souligner, et je terminerai là-dessus parce que je suis peut-être un petit peu long, que JECPJ Alsace, c'est un réseau de très nombreux partenaires, hein, plus d'une cinquantaine de partenaires, et en personnes physiques, ça fait 150 ou 200 personnes, puisqu'il y a toutes sortes d'organisations ou de personnes, toutes sortes de personnes morales ou de personnes physiques. Il y a bien entendu plusieurs communes. La participation des villes, ça a été dit tout à l'heure par Assuncio, c'est très important. Il y a bien entendu des institutions comme les consistoires, le Bnébrite, il y a les communautés juives locales, mais il y a également des sociétés d'histoire, il y a des sociétés des amis de synagogues ou de cimetières, il y a des particuliers aussi, des bénévoles, toutes sortes de bénévoles. Il y a bien sûr les musées alsaciens du judaïsme, je pense en particulier à celui de Bouxwiller, mais aussi celui de Marmoutier. Enfin, ce que je voulais souligner, c'est la diversité des partenaires qui constituent ce réseau, lequel est maintenant coordonné par un comité de pilotage qui puise ses forces à la fois dans l'association René Hirschler, au consistoire israélite du Bas-Rhin. Encore une fois, merci Yoav de nous avoir rejoints, et j'espère très bientôt le consistoire du Haut-Rhin. Voilà. C'est ce que je voulais dire. J'ai peut-être été un petit peu long, mais… Non, ça a été parfait. C'était parfait. Et on va, comme tu as dit, on va
faire une mission de Zoom sur notre programmation. Et voilà. Voilà, puisqu'en fait, donc, on avait fixé la date du 8 juin pour remonter les programmes. Donc, nous ne sommes pas encore en juin, donc on n'a pas encore les propositions de programmes et on va se réunir très bientôt pour les collationner, les examiner et encore une fois, si nécessaire, compte tenu des circonstances, peut-être compléter ce programme par des initiatives virtuelles ou autres qu'on pourra prendre un peu au niveau central avec l'aide des différents partenaires. Merci beaucoup, Thierry. Merci. Alors, Jean-Pierre, est-ce que tu veux dire un dernier mot avant qu'on termine? Je voudrais dire qu'on a fait des choses pas mal en Alsace. Alors, je voudrais simplement parler des expositions, ceux qui se rappellent encore sur le judaïsme médiéval, sur la représentation du juif, également les fameuses expos de 99, je viens de vérifier, où on avait investi carrément la salle de l'Aubette. C'était déjà. On t'entend mal, Jean-Pierre. Oui. On t'entend mal, comme ça va mieux? Non, je me rapproche. Ça va mieux comme ça? Merci. Donc, 99, on avait effectivement à l'époque, on s'était beaucoup amusé à faire l'exposition à l'Aubette. Et je dois dire que ce qui est important, c'est que l'Alsace a réussi quelque part où la France actuellement a encore une petite difficulté. Et c'est un peu notre problème général, c'est qu'est-ce qui est de la culture, qu'est-ce qui est du patrimoine. Alors, c'est clair qu'ici, on est culture, c'est clair qu'ailleurs, vous serez plus patrimoine. Et ça dépend, on dit on est très patrimoine, ça c'est clair. En Lorraine, ils seront culture, Paris est très culture. Et c'est vraiment, chaque région est différente. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'on a les itinéraires, on a beaucoup parlé de la journée, et je crois que les itinéraires, c'est plus important parce que ça va nous permettre, un, de faire venir des touristes, deux, d'avoir être économiquement valide. Et je crois que ça aussi on a parlé, je crois que vraiment notre avenir, c'est aujourd'hui les itinéraires, peut-être plus que la journée. Alors, j'ai souhaité à plusieurs reprises me retirer, l'âge faisant. J'ai un petit peu arrêté à 2000, j'ai arrêté l'Europe tout simplement parce que professionnellement, je ne peux pas me déplacer et suivre le rythme qui aurait été imposé. Là, j'ai pas mal arrêté de choses, mais je crois qu'il faut vraiment continuer sur l'itinéraire. Et on n'a pas beaucoup parlé aujourd'hui, c'est un peu ce qui m'a déçu. Sun Tzu en a un peu parlé. Et je crois que c'est là que se situe la vraie mise en valeur du judaïsme. Et c'est là que se situe véritablement l'avenir. Alors, il y a encore des difficultés, l'Allemagne ne suit pas bien, la Suisse travaille très bien, etc. Mais bon, tout ça, ça va venir. Voilà. Alors, moi, je suggère à Yoav qu'on fasse peut-être aussi, d'ici peut-être un mois, une émission sur les itinéraires, à la fois les itinéraires en Europe, je demanderai peut-être l'aide d'Assumption à nouveau, ou de la personne qui s'occupe plus spécifiquement encore des itinéraires à la EPJ. Et puis, ça sera l'occasion peut-être aussi de présenter JECPJ France dans son travail sur les itinéraires, et également peut-être de donner la parole aux premiers itinéraires qui se développent actuellement en France. Oui. En dehors de l'inventaire général qui a été fait des sites d'intérêt juifs en France que nous avons fait avec Jean-Pierre et qui sont disponibles actuellement sur les différents sites. Merci Thierry, merci Jean-Pierre. Bon, il nous reste quelques minutes pour questions. Est-ce que je peux dire quelques mots? Oui. Annie Bloch. Oui, c'est à vous. Je voulais d'abord remercier pour toutes ces interventions qui ont permis de donner vraiment, de faire une synthèse de ce travail qui date de 15 ans. Et simplement dire qu'en tant que sociologue, nous avions déjà à travers nos publications la revue des sciences sociales avec Frédéric Raphaël et aussi Jean Daltroff et de nombreux chercheurs, publié un certain nombre de travaux, notamment sur Westhoffen, sur les petites et les grandes synagogues. Je pense à celle de Strasbourg. Des histoires ont été mises en place, mais je trouve que ces journées européennes de la culture juive ont permis d'amplifier, de donner une caisse de résonance à la valeur je ne crois pas qu'il faille faire une si grande différence entre patrimoine et culture.
pour moi, c'est tout un ensemble, et que ça a permis aussi à une espèce de sensibilisation à tout un large public de ce que pouvait être le patrimoine juif, comme ça a été dit précédemment. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'actuellement, d'après ce que j'ai entendu, il y a dans tous les travaux, et notamment à Westhoffen, des équipes de jeunes qui ont pris en charge sur place leur patrimoine et le patrimoine juif. Et je pense à cette synagogue de Westhoffen que Claude et moi, nous avons ouvert vraiment les premières, dans la première ou deuxième année, et que cette synagogue a été modifiée, était devenue un lieu d'accueil. Donc, toutes les transformations qui ont pu être faites grâce à ces journées du patrimoine. Et je voudrais dire à quel point ces journées du patrimoine sont devenues absolument essentielles. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci Annie. Je crois, pour finir, que nous avons quand même parlé des itinéraires, puisque la EPJ a 2 pieds. Ce sont les journées européennes de la culture juive et les itinéraires européens. Et je crois que nous faisons tout pour les itinéraires, mais qu'effectivement, ça n'est pas encore sur les rails, n'est-ce pas, Assumption? Nous avons encore du chemin à faire. Merci, Claude. Alors, est-ce qu'il y a encore une dernière question, peut-être? Ou quelqu'un veut réagir par rapport à tout ça? Alors moi, j'avais juste une question, Yoav. C'est bien prévu sur 2 dimanches, le 6 et le 13. Alors, tu étais coupé. C'est ça? Je peux répondre? Oui, je vais répondre, Claude, si tu veux bien. Oui, donc, effectivement, nous sommes sur 2 dimanches, le 6 et le 13. Et éventuellement, puisque la EPJ, compte tenu du Covid-19 et des mesures que la EPJ a prises pour faire face à cette crise et permettre le bon déroulement des journées malgré tout, il y a la possibilité éventuellement d'aller au-delà de ces 2 dates, si ça permet à certains organisateurs qui sont un peu justes pour organiser un événement en présentiel le 6 ou le 13, de le programmer un peu plus tard, et nous le prendrons parfaitement en compte et ça rentrera totalement et officiellement dans le programme des journées cette année. Donc, on peut faire cette année une exception dans le temps. Ça, je tiens d'ores et déjà à le dire un petit peu. Vous m'avez obligé à dire des choses sur lesquelles j'allais prochainement communiquer, mais voilà, que c'est important qu'on puisse s'adapter aux circonstances et qu'on fasse preuve de souplesse. Donc, merci d'avoir posé la question. Merci pour les réponses. Bon, encore quelqu'un pour terminer? Voilà, sinon je voulais vous remercier énormément. C'était un plaisir de vous voir tout le monde d'un peu partout. Voilà, et c'était très important aussi à expliquer, je pense, à beaucoup de monde, l'historique de ces journées-là, comment ça a commencé, pourquoi ça continue, comment ça continue, et qu'est-ce qu'on va faire aussi. Comment on va se renouveler, oui. Voilà. Alors, encore une fois, merci à vous tous, à tout le monde. Et je vous invite encore une fois, le 3 juin, à Buxwiller. Voilà. Et on a encore un programme pour quelques semaines à venir. On va partir à Mutzig, à Reichshofen, etc. Voilà. Alors, à très bientôt tout le monde. À très bientôt. Merci Claude. C'était passionnant. Merci. Au revoir. Merci. Ak Sameach.